L'athéisme est-il au cœur de la pensée critique? Nous avons vu que l'exercice de la pensée critique fait courir un danger à toutes les églises, même si elles s'exercent sur des objets apparemment peu importants. Pourquoi au fond? Eh bien parce qu'elle suppose une mentalité, un libre rapport aux choses, un esprit d'examen, une confiance en la raison humaine. Et les hommes n'étant pas schizophrènes, ils appliqueront inévitablement de proche en proche leur raison à des objets plus délicats, touchant au fondement dogmatique du pouvoir. Par essence, l'homme qui exerce sa liberté et sa pensée critique demande à être convaincu avant de donner son assentiment à une thèse. Bien sûr, comme le soulignait Perelman, cette conviction n'est jamais, dans la vie pratique, à 100%. Et il faut se contenter de bonnes raisons de choisir telle ou telle option. Mais il n'en demeure pas moins que la pensée critique fragilise, par définition, les dogmes religieux, c'est-à-dire des thèses que l'on ne peut prouver et que l'on doit accepter sans discussion. C'est dans cette perspective que les penseurs critiques dits rationalistes, c'est-à-dire se basant sur leur seule raison humaine, ont pu être accusés d'athéisme. Des réfutations plus ou moins convaincantes de cette accusation ont été souvent présentées. Emmanuel Kant, par exemple, a affirmé à la fin du XVIIIe siècle que la science et la religion relevaient de domaines séparés. C'est aussi ce qu'avait par exemple déclaré l'un des témoins dans la fameuse affaire Kitzmiller que nous avons déjà étudiée. Kenneth Miller était professeur de biologie et catholique. Pour lui, l'engagement religieux n'était en rien contradictoire avec la connaissance scientifique du monde. Sa foi ne faisait de lui ni un meilleur ni un moins bon biologiste. Mais nous verrons plus loin que cette position peut apparaître comme fragile. Il est intellectuellement plus aisé de se situer aux extrêmes, plutôt qu'en ce milieu où les deux pôles semblent se concilier. Alors soit on est rationaliste, on fonde ses connaissances et son action sur la pensée critique, et on ne croit plus en Dieu, on considère à tort ou à raison qu'on a définitivement quitté la fameuse enfance de l'humanité et ses illusions obscurantistes. Soit, à l'inverse, on a la foi du charbonnier. On croit que ce que dit la Bible, ou le Coran, ou tout autre texte sacré, est littéralement vrai. Et on rejette, comme le font les créationnistes, la science. Alors, la position kantienne, ou celle du fameux témoin catholique au procès Kitzmiller, est plus complexe, plus difficilement accessible au commun des mortels, mais ce n'est pas un argument décisif contre elle. Au fond, les attaques frontales contre la religion n'ont peut-être pas été les plus efficaces dans la progression de l'athéisme. Prenons l'histoire du libre examen, que nous avons brièvement retracée dans un module précédent. Au départ, ce n'est sûrement pas une notion anti-religieuse, tout au contraire. Les protestants pensaient que l'enseignement des Écritures avait été trahi par une institution humaine, trop humaine, la papauté, qui s'était attachée à monopoliser leur interprétation. Ils voulaient que, en sautant pour ainsi dire par-dessus l'Église, les croyants aient eux-mêmes directement accès à la Bible, qu'ils se laissent illuminer par la Bible. C'est pour cette raison que Luther l'avait traduite en allemand pour la rendre accessible aux chrétiens ordinaires. Bref, le protestantisme signifiait une purification de la religion et non une attaque contre elle. Mais ce n'est qu'au fil du temps, nous le savons déjà, que le libre examen a acquis la signification d'une critique de toutes les thèses sur le monde et sur l'action, en devenant alors un instrument intellectuel risquant de dissoudre la croyance à la Bible elle-même. Les catholiques ont donc eu beau jeu de rappeler qu'ils avaient mis en garde contre cet esprit de libre examen, donc de pensée critique, auquel on ne pouvait placer de limites.
Les catholiques considéraient que l'esprit d'autorité était nécessaire pour, si l'on peut dire, garder l'Église au milieu du village, c'est-à-dire maintenir l'édifice de la foi. Jorge de Burgos, au XIVe siècle, le moine militant du nom de la rose, aurait eu raison post-mortem. L'humour, la comédie et la pensée critique, bref, l'examen libre, portent en eux la dissolution des autorités dogmatiques. Potentiellement, on peut tout critiquer et rire de tout. Les libres penseurs s'en réjouiront, mais ce sera rarement le cas des églises qui en déduiront que le ver de l'athéisme se trouve dans le fruit de la pensée critique.